Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12e podcast Manchester Devils. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée, du retour très prochain donc de Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United. Et puis on va également aborder d'autres sujets, mais Ronaldo sera très probablement le sujet le plus important de ce 12e podcast. Avant qu'on attaque, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est une association, c'est un site, c'est un forum avec de nombreux supporters qui viennent échanger sur leur passion quotidiennement. C'est aussi une page Twitter, une page Facebook, le podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement sur YouTube, Spotify et Google Podcast. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Ce soir, donc, je suis avec Jérémy. Salut Jérémy. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Jiminy sur le forum pour ceux qui suivent. On a également Adama pour la deuxième fois avec nous. Salut Adama. Salut à tous, bienvenue et j'espère que tout le monde va bien. Et pour la première fois avec nous ce soir, on a Al-Hussein. Salut Al-Hussein. Salut tout le monde, merci vraiment de m'avoir invité. Moi, c'est Porter sur le forum. Et c'est avec plaisir qu'on t'a avec nous. Merci à toi d'être venu pour participer à cet échange. Et donc moi-même, Skolcy, donc Ellie et Skolcy plutôt sur le forum, Ellie dans la vraie vie. Donc voilà, je vous propose qu'on attaque. Vous êtes prêts? Oui. Oui, Ouais, Allez, c'est parti. Première partie de notre 12e podcast, on va parler donc du retour de l'enfant prodige, donc Cristiano Ronaldo à Manchester United, 12 ans après son départ, puisqu'il avait quitté le club en 2009 pour rejoindre le Real Madrid. Donc il est de retour quasiment, il aurait passé sa visite médicale ce week-end et donc il lui reste plus qu'à être présenté sans doute après la trêve internationale. Messieurs, qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce retour? Est-ce que vous êtes content, pas content? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous vous dites que bon, c'était pas forcément le transfert à faire? Voilà, j'aimerais vous entendre. Al-Hussein, toi, qu'est-ce que tu penses de ce retour à Old Trafford pour Ronaldo? très content de ton retour. Moi, je suis vraiment content. Autant au début, quand j'ai lu les rumeurs disant qu'il partait à City, j'y ai vraiment pas cru. Je l'ai même posté sur le forum. J'avais trouvé que c'était une manière de soit renégocier son contrat avec la Juve, soit de trouver une porte de sortie vers l'MLS américaine. Mais après, quand j'ai vu qu'il est venu chez nous, j'étais très content. Sur le plan émotif. Après avoir réfléchi, on s'est dit, wow, Ronaldo, c'est une légende. On ne pouvait pas le laisser partir n'importe où. Mais de là, est-ce que c'était vraiment celui qui nous manquait? Je reste sur mes gardes. J'attends de voir ses premiers pas, comment il va faire. Et surtout, comment ça va dynamiser les mouvements d'équipe. Parce que là, pour l'instant, on est vraiment en mode, on cherche une solution sur le terrain. Mais globalement, très content et vraiment impatient de voir comment ce qu'il va apporter. Du coup je vais rebondir. Je suis assez d'accord que au début j'étais assez sceptique sur le fait qu'il allait partir de la Juventus. On pensait tous que les rumeurs vers City n'étaient pas forcément fondées, même si les derniers jours ça semblait quand même un petit peu sérieux. Pour avoir lu plusieurs articles là depuis 2 jours un peu à droite à gauche, se profile aussi l'idée qu'en fait ça aurait été un moyen de revenir vers le club. Je ne sais pas si vraiment il aurait eu besoin de ça, puisque bon, avec la relation qu'il a, je pense qu'un simple coup de téléphone et ça aurait été plus simple que ça. Mais une chose est sûre, c'est que le transfert a été quand même particulier, puisque ça a été évoqué plusieurs fois que Alex Ferguson lui-même aurait donc facilité ce transfert, notamment en contactant l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes. Également, Rio Ferdinand, qui apparemment a été un gros acteur au milieu du transfert en communiquant directement avec le joueur, ce qui a été assez surprenant de voir du coup, des anciens joueurs et du coup Sir Alex Ferguson de s'occuper un petit peu de la partie du transfert. Et parce qu'on en a assez souvent mal parlé, et apparemment aussi Ed Woodward aurait vraiment fait le taf correctement de ce côté-là, ce qu'il aurait notamment fait sur la vitesse à laquelle le transfert s'est fait en quelques jours. Donc il faut lui rendre hommage là-dessus pour ceux qui sont contents de le voir arriver. Ça, c'est pour ce qu'il en est du transfert. Pour terminer sur le transfert aussi, on a le prix.
Donc a priori, c'est annoncé quelque chose comme donc qui tournerait en dessous de 30 millions, si je dis pas de bêtises. Par contre, avec un très gros salaire, un salaire qui est plus gros que celui de David De Gea actuellement, qui serait donc celui le mieux payé de Première Ligue. Ça ferait de lui le joueur mieux payé de Première Ligue. Donc sur le côté transfert, c'est pas forcément un mauvais niveau financier. Maintenant, ça faut voir le sportif. Donc du coup, je vais laisser peut-être Adama en parler un petit peu avant d'en reparler tout à l'heure. Ok. Bah, moi, comme tout le monde, je pense qu'on est tous ravis d'accueillir à nouveau Cristiano Ronaldo. Comment moi j'ai vécu euh, ce- cette, enfin, cet épisode? Euh, Jeudi, lorsque je vois les premières rumeurs concernant son arrivée à City, je me dis que c'est pas possible, il peut pas nous faire ça. Et je suis comme un dingue. Je pense qu'on l'a tous été, et je me dis non, il peut pas nous faire ça. Et surtout que les rumeurs étaient, les sources étaient quand même assez crédibles. On pouvait voir du Fabrizio Romano qui relayait certains tweets. Et je m'endors sur ça. Je m'endors le jeudi sur ça. Le vendredi, je vois que finalement City lâche l'affaire et que nous, on est de nouveau intéressés. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout que je voyais aussi quelques rumeurs, soi-disant que Ferguson euh, aurait dit que c'était pas forcément très grave si Ronaldo partait à City. Je me dis que c'était impossible que Ferguson puisse dire une telle chose. Et de plus en plus, plus la journée avançait et plus on voyait les rumeurs d'un retour à la maison s'intensifier. Et là, je pense qu'on a tous, sur Twitter, on a tous réactualisé notre fil d'actualité. Et là, moi, j'étais comme un dingue. Donc, très ravi d'accueillir son retour. Non seulement il va pas à City, donc on leur fait un petit peu un pied de nez, donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, sur le plan économique, moi, de ce que j'ai vu que c'était une opération à 15 millions plus 8 de bonus, facilement atteignable. Et au niveau salaire, j'ai vu que ça tournait aux alentours. Les chiffres ne sont pas très précis, mais j'ai vu à peu près entre 25 millions et 29 millions à peu près. Euh, Encore une fois, le salaire me dérange pas plus que ça. Ce qui va nous apporter, au-delà du sportif, puisque c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, une légende de notre club, là où il va nous apporter, c'est justement cette mentalité de gagnant, une nouvelle méthode de travail, de développer le mental de nos pépites, surtout qu'on a beaucoup de jeunes joueurs comme Mason Greenwood, qui pourrait aussi apporter également à Jadon Sancho. Ça pourrait justement baisser en fait la pression du transfert de Jadon Sancho, elle pourrait être atténuée par l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Donc tous ces éléments-là me font dire que c'est plutôt une bonne recrue, même si après sur le plan sportif, on va voir comment tout va se goupiller avec les compositions d'équipe, mais sinon globalement très satisfait de son arrivée. Pour te répondre un petit peu, je suis assez d'accord sur une chose, c'est que ça va peut-être baisser un petit peu la pression peut-être qu'il peut y avoir autour de Sancho, d'autant plus qu'en plus ces premiers matchs là sont pas pour l'instant à la hauteur des attentes. C'est qu'un début, bon, on y reviendra plus tard, c'est qu'un début, pour l'instant c'est pas important, mais c'est vrai que du coup ça pourrait mettre une sorte de décompression, le laisser un peu moins en vue. Par contre, je suis pas convaincu de l'apport de Ronaldo sur le collectif. Pour m'être un petit peu renseigné, pour être allé lire d'autres forums de supporters sur notamment la Juventus, parce que j'étais curieux. Ils ont quand même décrit un joueur qui était assez isolé dans le groupe, en marge, même au niveau des entraînements, parfois avec un entraînement spécifique à côté. Ils ont décrit un joueur qu'on a vu, nous, en 2008-2009, j'insiste sur l'année, pas 2007-2008, 2008-2009, l'année où il part. Hein. C'est un joueur assez colérique quand le jeu va pas dans son sens. Et apparemment, moi je l'ai pas assez suivi au Real et à la Juve, mais qui apparemment, c'est un gros côté qu'il a développé. Il se voit déjà apparemment en équipe nationale, puisque ça, j'ai déjà vu quelques matchs du Real.
Et c'est vrai que ça ressort que quand le jeu va pas dans son sens, c'est assez colérique. J'ai vraiment un doute sur son apport sur le collectif. Je pense honnêtement que là, le recrutement sportif qu'on vient de faire, c'est d'avoir une individualité qui est extrêmement forte, même s'il a 36 ans, qui est peut-être pas aussi fort qu'à son prime. Ça reste quand même un très gros joueur avec un gros physique, une grosse frappe, une grosse expérience. Mais j'ai quand même de sérieux doutes sur l'apport qu'il va mettre dans le groupe. Et j'ai aussi un problème sur le fait que il va prendre également une place en attaque qui va être forcément au détriment de quelqu'un. Ça va être au détriment de Rashford, de Greenwood. Il y a Cavani qu'on a forcé pour garder. Honnêtement, à mon sens, je suis pas convaincu que sportivement c'était en termes de collectif que c'était le bon choix. Après, il y a les sentiments au milieu, il y a le fait qu'on a pris une grosse individualité, mais j'ai quand même un doute sur le collectif. Ouais. Concernant le côté collectif, en fait, ce que moi, je pensais, j'imaginais quand je voyais l'apport de Ronaldo, c'était le fait que, certes, il est très individuel, mais quand il va commencer à faire des mouvements, à se dépenser énormément, peut-être que c'est ça qui va faire que les autres joueurs vont vraiment se bouger. On a vu ça contre le match contre Wolverhampton. Souvent, on est là, Maguire il a le ballon dans les pieds et il est là à chercher quelqu'un. Ronaldo, quand on regarde ses matchs, même si c'est la Juve, même si c'est le Real, c'est quelqu'un qui bouge énormément sur le front. Et c'est ces mouvements-là, c'est vrai, Cavani avait commencé à l'apporter. Donc, j'espère que soit Ronaldo va augmenter un peu plus cela, soit il va le maintenir au même niveau. Donc, c'est le côté positif. En plus, je l'avais déjà dit dans le topic de Rashford, j'avais remarqué que Rashford était monté un cran au-dessus quand il y avait Zlatan dans l'équipe. Zlatan aussi, il aime beaucoup parler, c'est quelqu'un qui montre son côté individuel, qu'il est vraiment en train de chaque fois se développer. Peut-être que Ronaldo, en amenant ça, il va pousser aussi encore Rashford à aller plus haut et à aider les autres joueurs comme Sancho, les nouveaux recrues ou bien les anciens qui sont déjà là à bouger un peu plus. Moi, c'est vraiment ça qui me dérange le plus quand je regarde les matchs de Manchester ces derniers temps, c'est le manque de mouvement. C'est vrai, on n'est pas une équipe qui est connue pour être bouger tout le temps sur le terrain, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'attente d'un déclic de quelqu'un pour pouvoir jouer au foot. Et ça me fait vraiment mal. Et donc tu penses vraiment que c'est la présence de Ronaldo sur le terrain, en supposant qu'il soit aligné en pointe par exemple, qui va vraiment déclencher ce mouvement? Parce que Ronaldo, bon, il va jouer en pointe, il va être là pour marquer des buts finalement, il va être là pour être en finisseur. Je suis pas sûr qu'il va passer son temps à décrocher justement pour revenir dans une position plus reculée, surtout quand on voit que, enfin, ce qui a été posté sur le forum là, qui était édifiant, c'est une image d'hier où on voit quatre joueurs qui sont sur la même ligne, qui se précipitent vers le but en fait pour être servis par Pogba qui est en position de 6, alors qu'on n'a même pas un Fernandez en fait qui occupe une place, je sais pas, en 10 par exemple. Donc, est-ce que Ronaldo, il va vraiment justement apporter ce mouvement-là justement qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui? C'est ça ton raisonnement finalement? Je fais ça et j'attends juste le premier match pour savoir si c'est vraiment un raisonnement valable ou bien si c'est juste que je m'étais trompé. Parce que, en parlant de mouvement d'ensemble de l'équipe, j'ai remarqué ça quand, par exemple, tout le monde bouge lors de l'image qui a été publiée, je pense, par, je ne sais plus qui, la personne m'excusera. C'est ça. Tout le monde bouge souvent dans un certain sens. Mais quand j'ai regardé le match de l'autre de Ronaldo, si Ronaldo souvent s'est décalé vers le gauche ou commençait son mouvement, les autres, soit ils essayaient d'aller dans l'autre sens, soit se remettaient un peu en recul pour pouvoir récupérer le ballon. C'est ça que je me dis, peut-être que là, dans l'équipe, quand il va commencer à bouger, les autres vont dire, bah, Ronaldo, il est là, moi, je me pose en arrêt pour récupérer son ballon, ou je me décale dans l'autre sens pour pouvoir récupérer le ballon qu'il va me faire, qu'il va me passer. C'est ça que j'espère voir. Et vraiment, si on voit ça dès les premiers matchs, je me dis peut-être que Ronaldo, il a dit, OK, là, je suis revenu dans Manchester, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Je me mets vraiment au service de l'équipe. Quand je récupère un ballon, je fais soit une deux pour lancer quelqu'un, soit je fais une bonne vitesse pour faire un appel en profondeur et remonter toute l'équipe vers l'équipe adverse. Ça, c'est ce que j'espère voir. Eh bien, en attendant de te démentir par Ronaldo, on va voir. Alors, moi, je vais rebondir. En fait, quand je parlais de l'apport sportif, je parlais en fait en termes d'impact de son arrivée dans le vestiaire. Je m'explique. Euh, je compare cette arrivée-là à l'arrivée de Zlatan. Dès que Zlatan est arrivé, on a pu le voir, il a apporté vraiment une nouvelle mentalité de travail.
et une mentalité de champion. Et là, ça coupe pas on a gagné une Europa League. Je dis pas que c'est forcément à cause ou enfin grâce à Zlatan, mais il y avait une certaine éthique de travail. Et là, ce que je me dis, c'est que l'arrivée de Cristiano Ronaldo, justement, elle pourrait apporter ce surplus qui nous manque. Parce que ces dernières saisons avec Olé, on échoue toujours à la dernière place. On finit deuxième, on arrive en finale d'Europa League. On échoue toujours à la dernière marche. Et je pense que cette arrivée-là, en plus avec celle de Varane, qui est aussi un grand champion, ça pourrait amener cette mentalité justement de gagnant et nous faire franchir un cap. Après, au niveau du jeu, c'est vrai que ça va être plus compliqué. Il a tendance à beaucoup vampiriser tous les ballons. Surtout, on ne sait pas dans quel système il va être utilisé, enfin dans quelle position, s'il est en numéro 9, il est sur le côté. Mais de toute façon, tout au long de la saison, tout le monde aura du temps de jeu, donc il ne prendra pas forcément la place de quelqu'un à l'instant T, puisque tous les joueurs ne sont pas forcément disponibles au même moment et n'ont pas forcément les mêmes degrés de forme à tous les moments. Donc sur ce plan-là, je pense que c'est pas forcément un problème. C'est juste va falloir va falloir créer une osmose et un jeu collectif où Cristiano Ronaldo va être en phase de finition et pas seulement lui donner le ballon et attendre un exploit. Donc vraiment, quand je parlais d'impact sur le sportif, je parlais uniquement en termes de mentalité de travail, d'entraînement, etc. Je te suis quand tu dis qu'il va vampiriser le jeu. Et d'ailleurs, c'est en ça que ça me gêne. Actuellement, notre jeu passe beaucoup par Bruno Fernandes. Et je me demande si en fait l'arrivée de Ronaldo va pas desservir Fernandes plutôt que de le servir. Entendons-nous bien, je pense que au niveau passe décisive, ça changera pas grand-chose, parce qu'il a quand même un bon jeu de passe que je trouve qu'il a amélioré, mais bon, ça c'est encore autre chose, mais je trouve qu'il a pas mal amélioré ces derniers temps par rapport à l'année dernière, notamment au milieu de saison. Mais on le voit là depuis le début de saison, Fernandez c'est aussi un formidable buteur. Là, clairement, je veux dire, ça se voyait déjà l'année dernière, mais cette année en plus, ça se voit encore mieux sur le début de saison. Et Ronaldo, il prend de la place sur un terrain. Il prend de la place et c'est difficile, j'ai l'impression, de jouer dans son périmètre. Plus un joueur qui va avoir besoin qu'on lui laisse de l'espace. Et je pense qu'honnêtement, ça va desservir pas mal de joueurs. En fait, j'ai beaucoup de mal à le projeter dans le système actuel, étant donné qu'on n'a déjà pas un système qui est déjà huilé correctement. J'ai un gros souci là-dessus. Et tout à l'heure, j'entendais dire qu'il y avait de la place pour tout le monde dans l'équipe et que la saison était longue. Pour l'instant, le coach, il nous a prouvé l'inverse. Il joue toujours sur les mêmes joueurs. Il joue avec une compo qui a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. On le sait, sur le terrain, tu auras toujours Fernandez, tu auras toujours Rashford s'il est là. Tu vas avoir toujours la paire McTominay-Fred qui va être au milieu. Au minimum, il y en aura un des deux, si ce n'est les deux, dès qu'il pourra. En vérité, des places, il va pas en rester des masses. Surtout que je pense et j'espère que Sancho, s'il arrive sur son côté, c'est pas pour alterner avec James. Donc, si tu tiens compte en fait de tous ces joueurs qui vont très peu sortir, qui sont capables d'enchaîner les matchs, en vrai, de la place, il n'y en a pas pour tant de monde que ça. Et en plus, pour de la place, il faudrait qu'on aille loin dans toutes les compétitions, ce qui en début de saison n'est pas encore acté. Donc, et si on attend les blessures, sachant que c'est un de nos points forts et qu'on se blesse peu depuis 2 saisons, on pourra, entre guillemets, et tant mieux, pas compter là-dessus. Vraiment, l'arrivée de Ronaldo me fait un petit effet comme celle de Van de Beek, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin et qu'on vient mettre en surplus. Alors, la différence de Van de Beek, c'est que c'est évident que Ronaldo va arriver avec un temps de jeu quasiment complet, contrairement à l'autre. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on va ajouter quelque chose dont on n'avait pas besoin, parce que j'avais pas un problème, je trouvais, dans notre équipe pour marquer des buts. Le problème était ailleurs. Et là, on a juste rajouté quelqu'un qui actuellement ne sait plus faire que ça, mettre des buts. Donc je suis pas quand même complètement convaincu au niveau du sport. Ouais, sur cet aspect, je te rejoins complètement. D'ailleurs, c'est la question que je me posais. Et d'un côté, j'aurais été plus rassuré si Olé, il avait montré ses qualités de tacticien en souvent faisant jouer un joueur à un poste différent, mais avec un objectif bien précis dans la tête. Si par exemple, il nous avait fait monter un Matic en lui disant, toi, ne fais que couvrir le ballon.
laisse les autres mener le jeu, tu te mets juste derrière. Mais là, Ronaldo, OGF, qui est fort capable de manœuvrer correctement les 10 ans, sur certains matchs, tu restes sur le banc. Quand on n'arrivera pas à faire marquer, je te montre et tu fais des appels pour aller en profondeur pour marquer. Ça m'aurait pris si OGF avait monté cette tactique-là. Mais là, OGF capable de gérer Ronaldo sur cet aspect, franchement, j'en doute. Mais bon, comme tout le monde, je me pose des questions et j'attends de voir. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler. Je viens de voir que Fabrizio Romano disait qu'on a vendu Daniel James ou on l'a prêté à Leeds. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais là, ça m'étonnerait qu'on puisse le laisser partir comme ça juste après ce qu'il a fait. Peut-être essayez de voir si vous pouvez le confirmer ou pas. Peut-être que je n'ai pas les bons canons. Alors effectivement, Fabrizio Romano a indiqué que Leeds était très proche, non, enfin pas qu'il était très proche, en fait il a indiqué que le deal avait été confirmé, donc il a fait ce qu'il appelle le Here We Go sur ce transfert. Mike McGrath parle d'un deal à hauteur de 30 millions de livres, donc ce ne serait pas un prêt, hein, effectivement, ce serait vraiment un deal permanent. Donc effectivement, dans la rotation, ça fait un joueur en moins à prendre en considération. Et donc tu nous l'apprends à Hussein en avant-première. On est en direct. Du coup, on le revendrait plus cher que ce qu'on a acheté. Une bonne chose, c'est dommage, c'est quand même un joueur de rotation intéressant. Mais bon, maintenant on est en surplus. Donc... J'ai plus mémoire de combien on l'a acheté, honnêtement, Daniel James. Mais si Leeds, effectivement, est prêt à l'acheter plus cher que ce qu'on l'a payé à l'époque, j'ai envie de dire que tant mieux pour eux. 18 millions. On l'a acheté à 18 millions d'euros. Ouais, effectivement. Donc oui, ça fait une très belle plus-value quand même pour un joueur qui n'a pas été à la hauteur de tous les espoirs qui ont été placés en lui, surtout après avoir vu les premiers matchs qu'il a fait où il avait quand même été décisif plusieurs fois. Donc, bonne chance Daniel pour la suite. Quelqu'un veut dire quelque chose de plus sur Ronaldo? Oui, je voulais en fait rebondir sur ce que vous disiez. Je suis d'accord avec vous sur la partie où le coach n'a pas démontré ses qualités de tacticien et que malheureusement, il n'y aura pas forcément de place pour tout le monde, même si moi j'en suis convaincu que ça peut changer. Euh, Notamment aussi par rapport à Bruno Fernandes, euh, je, je me dis que là, ça va être différent de la sélection portugaise. En sélection portugaise, là, la vraie star, c'est Cristiano Ronaldo. Là, Bruno Fernandes, justement, ça lui mettra moins de pression. On l'a vu dans les grands matchs, malheureusement, il est un peu effacé. C'est dû aussi à notre manque de jeu, parce que la solution à chaque fois dans tous nos matchs, c'est donner la balle à Bruno Fernandes et il va nous inventer quelque chose. Alors que là, il y aura d'autres sources de danger. Parce que si on a un Pogba à un très bon niveau qui arrive à être régulier, si Bruno Fernandes a moins de responsabilités et avec un Cristiano Ronaldo, ça fait déjà trois solutions axiales, trois menaces offensives axiales. Ajouter à cela un Sancho, un Greenwood, un Rashford, ça pourrait diversifier nos attaques. Maintenant, c'est vrai qu'il nous faudrait un fin tacticien pour pouvoir faire monter la mayonnaise, mais malgré tout, pour avoir l'équilibre parfait, il nous manquerait vraiment un Matic à 28 ans, un Matic en prime. Donc, ça veut dire qu'il nous manque vraiment un milieu défensif pour pas se retrouver ni avec Fred, ni avec McTominay, que j'aime au demeurant, hein. Ce sont des joueurs que j'aime bien, mais ils sont pas utilisés dans leur bon rôle et malheureusement on leur tombe dessus euh, alors que c'est pas ils sont pas attendus sur ces qualités-là. Eux ils sont attendus sur des qualités défensives alors que c'est pas forcément des joueurs à vocation défensive, ce sont plus des milieux relayeurs et malheureusement on leur tombe dessus parce que justement on n'a pas ce 6 depuis quelques années qui nous fait défaut. On est le 31 mai 2022. D'accord, on est dans 9 mois. Pour vous,
est-ce que ce serait une saison réussie de Cristiano Ronaldo? Je vous demande pas forcément un nombre de buts, un nombre de passes D ou ce genre de choses, mais vraiment, si on refait justement dans 9 mois, on se pose la question et on se dit: «Ah ouais, Ronaldo, il a fait une saison vraiment réussie». Pour vous, qu'est-ce qu'il aura réussi à accomplir pour qu'on se soit dit que vraiment ce transfert a servi à quelque chose? Pour moi, une saison réussie avec Ronaldo, ça sera une saison dans laquelle on remporte un titre, qu'importe lequel, et qu'on ait une moyenne de buts qui augmente de presque, je dirais, un but par match. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on pourrait ressentir véritablement son apport, c'est-à-dire en disant, on a pris un gros buteur, on a toujours nos problèmes, on encaisse toujours, mais vu qu'on marque plus, bah, en fait, on va au bout et il nous montre aussi une qualité que jusqu'à présent il a, c'est-à-dire c'est d'être présent pendant les gros matchs et du coup de ne pas passer à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, pas passer à côté d'une finale. Donc pour moi, l'apport il serait là en fait, c'est d'avoir sur la stat plus de buts par match et d'aller au bout de au moins une coupe ou le championnat, un trophée quoi. Rien à dire de plus. Je suis totalement d'accord avec toi, Jérémy. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Et la seule chose que je peux rajouter, c'est d'un point de vue personnel, je serais très content si lorsque, d'ailleurs, pour en revenir à la tactique, moi, je suis très intrigué par voir la combinaison Ronaldo-Bruno Fernandes. À l'Euro, ça a été catastrophique. On peut mettre ça sur le dos de la fatigue de Bruno, on peut mettre ça sur le dos de l'entraîneur de Portugal qui peut-être donne des consignes assez strictes et claires, mais c'était vraiment famélique leur collaboration. Ronaldo, chaque fois qu'il bougeait, soit Bruno n'arrivait pas à le faire passer le ballon, soit il est à deux et perdre le ballon. Donc, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais si dans quelques mois, je peux dire que oui, Ronaldo, il a permis à ce qu'on encaisse moins de buts. Peut-être plus de buts et encaisser plus, ça ne fait pas de problème. Mais moi, c'est dans le sens où on encaisse moins de buts et on contrôle les matchs. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus, mais pour moi, ce serait ça en plus qui serait bien de voir qu'on arrive à contrôler plus les matchs. Les buts, les statistiques de passes décisives, c'est bien arriver à contrôler les matchs. Parce qu'avoir toujours peur ou avoir mal au cœur de voir Manchester jouer, je pense que c'est assez vraiment, il faudrait qu'on puisse prendre plus de plaisir à regarder les matchs que d'attendre les résultats et de dire, OK, au moins, on n'a pas perdu. Super, merci à tous les 3. Et la dernière question donc, sur le sujet Ronaldo, et puis après on va passer à autre chose. On a la chance d'avoir ici donc 3 personnes qui ont vu déjà Ronaldo jouer avec Manchester United, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'on a aussi sur notre forum, dans notre communauté, des gens qui sont arrivés, qui ont commencé à suivre le club il y a moins de 12 ans. C'est quoi votre souvenir préféré de Ronaldo avec United? C'est le moment nostalgie, vas-y Loussain. Ouais. Le but contre Porto, je pense que c'était les matchs de Ligue des Champions au retour à Portugal. Oh, ce but, ça m'a fait monter au ciel, sérieux. Et puis, j'étais entouré de fans de Chelsea qui étaient en train de nous mettre la misère, vraiment. Ce but, ça m'a fait plaisir. Je me souviendrai toujours de ça. La Ligue des Champions, c'était bien, mais ce but contre Porto, ça a tout cassé dans ma tête. Moi je dirais la tête contre la Roma en Ligue des Champions. La tête, je crois que c'est la tête du 2-0 si je dis pas de bêtises, une tête où je crois que c'est Scholes qui centre, qui fait une louche et Roma et Ronaldo est hors caméra. C'est-à-dire qu'on le voit même pas et il arrive, je pense que même un train va moins vite à ce moment-là. Et il met une tête plus fort que ce que s'il avait frappé avec le pied. C'est incroyable. Cette tête d'une rage, j'ai hurlé sur le but. Incroyable. Bah, moi, c'est la contre-attaque contre Arsenal en Ligue des Champions. Quelle contre-attaque. Oh là là. Je- c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça, cette contre-attaque. Et c'est vraiment le souvenir que j'ai. Et Aloussane aussi, je te rejoins sur la frappe de 40 mètres du gauche contre Porto. Ça nous donne des frissons. Même si je pense pas qu'on aura encore ce genre de frissons, mais c'est beau. C'est beau. Je crois qu'elle est du droit, ça frappe quand même, parce que bon, Ouais. déjà du droit c'est balèze, mais s'il avait frappé du gauche, il faut Du pas se droit, ouais, prendre. excusez-moi. J'ai du gauche, du droit, pardon. Excusez-moi. Initialement, je l'ai vu prendre la pour tirer, je me suis dit, il était en colère, il va juste balancer le ballon juste comme ça. Et là, je vois le gardien avancer le ballon, aller tout droit, je dis, oh, il nous a fait Ronaldo. Mais c'est comme le coup franc, effectivement, qu'il met contre Arsenal aussi en Ligue des Champions, demi ou quart, je sais plus, quand on avait complètement laminé Arsenal à l'époque, où
personne ne se dit qu'il va le frapper. En fait, son coup franc, il est excentré à droite, il est à 35 mètres et puis il arrive à la mettre. Bon, Almunia, on a l'impression qu'il se trouve aussi un peu à ce moment-là. Mais bon, voilà, on ne peut qu'espérer justement qu'il va de nouveau nous offrir des souvenirs comme celui-ci et je pense que comme ceux-ci. Je pense que tout Old Trafford sera en ordre de marche pour lui réserver un super accueil dans une dizaine de jours maintenant. Ok, merci tout le monde pour vos avis donc sur le retour de Ronaldo à Old Trafford. On fait une petite pause et puis on revient avec le sujet suivant dans quelques secondes, donc les derniers matchs de Premier League au Southampton et Wolverhampton. On a fait notre dernier podcast, c'était il y a 2 semaines. On sortait d'une super victoire face à Leeds United, donc 5-1. Depuis, il y a eu 2 autres matchs qui ont été disputés, 2 rencontres de Premier League. La première contre Southampton, donc à Sainte-Marie. C'était le week-end, donc il y a 8 jours. Match nul 1 partout. On n'a pas réussi à se sortir finalement de l'ornière. Et puis hier, ça a commencé à prendre un peu le même chemin. Mais finalement, on a quand même réussi dans les derniers instants à tirer notre épingle du jeu à Wolverhampton avec le but de Greenwood à la 80e minute. Est-ce que vous avez vu ces matchs? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Il y avait des avis qui étaient très divergents entre ceux qui disent oui, enfin, toujours pareil, pas de fond de jeu, etc. et ceux qui ont quand même vu un peu de positif là-dedans. Al-Hussein, est-ce que tu veux commencer à parler de toi, comment tu as vécu ces matchs et ce que tu en as pensé? Ouais, ouais. Je dois dire que j'ai vraiment suivi ces 2 matchs avec attention, hein. Autant la saison dernière, j'étais pas très très chaud pour suivre tous les matchs en détail. Il y a des fois, dès qu'on nous marquait un but ou bien qu'un match s'est marqué un but, je me décrochais, je disais, oh, laisse tomber, c'est reparti encore. Mais là, cette saison, je me suis dit, bon, là, je vais essayer de me concentrer un peu plus pour voir. Et peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les matchs, mais le manque d'intensité, ça me fait, je sais pas, je comprends pas. J'ai regardé le match Chelsea-Liverpool, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Les mouvements étaient bons. Tu sentais qu'il y avait des consignes que les joueurs devaient appliquer. Dès qu'il y a le ballon se décale comme ça, il fallait qu'il soit, comment ça s'appelle, Jorginho ou bien quand ils arrivent. Je, je n'arrêtais pas de regarder les déplacements. Maintenant, quand je viens voir le match de Manchester et que je vois Fred Pogba au milieu et que je vois quand le ballon se trouve à droite, Fred il est au centre, Pogba il est derrière, Pogba il est à droite, Fred il est à gauche. Je disais, mais là, est-ce que c'est des pros ces gars? C'est la seule chose qui m'a un peu intrigué. Mais j'ai vu le bon côté que, pour personnellement, OGF, il a fait un changement. Ça m'a beaucoup plu. Il a essayé de voir comment améliorer en apportant un changement, même si Martial, j'étais pas sûr que ce soit la bonne idée, mais bon, soit dit en passant, c'était bon. Et quelquefois, avec Greenwood qui amène toujours un air je suis content de le voir. Je suis content de le voir. Et surtout Varane. J'ai pas trop regardé Sancho. Je me dis, bon, lui, il aura besoin des rythmes. Mais un défenseur central dont on a toujours besoin, dont on demandait toujours l'achat, et Varane, il amène ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est... Je suis content des 2 matchs, pas trop bien en termes collectifs, mais sur le plan d'une équipe et dans la perspective de voir ça mieux dans le reste de la saison. Franchement, moi, je suis très content. Je suis assez d'accord. Alors, je suis assez d'accord. Sur certains points, je suis assez d'accord dans le sens où déjà, voir des changements tôt dans le match, enfin, c'était attendu depuis très longtemps. Voir Cavani rentrer à la mi-temps, c'est enfin quasiment pas la reprise. C'est vraiment plaisant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la 80e en se disant bon bah qu'est-ce qu'on a sur le banc et je vais le balancer. C'était quand même assez plaisant et ça c'était positif. Greenwood qui continue sur sa lancée, c'était très positif aussi, surtout qu'il était un petit peu attendu parce que ils ont publié pas mal de fois la stat comme quoi il y a très peu de jeunes de moins de 20 ans qui avaient enchaîné 3 buts sur 3 matchs de Première Ligue, etc. Donc il l'a fait comme l'a fait Rooney avant lui, ce qui est plutôt sympa, ça met dans une bonne dynamique. Ça c'est pour le positif. Positif aussi, on a vu les recrues qu'on vient d'acheter commencer à jouer vraiment, donc à être sur le terrain au début du match. Même si pour l'instant ce qu'ils ont montré, alors surtout pour Sancho, ça n'a pas été encore exceptionnel, donc pour l'instant on va attendre un petit peu pour lui, mais j'ai quand même un peu peur parce que c'est un joueur qui crée des espaces et comme donc tu étais en train de dire, pour l'instant on a un problème sur notre gestion des déplacements et notre densité.
Donc en fait, quand il crée de l'espace, il est souvent seul. Donc c'est ce qui donne cette sensation que pour l'instant, ça marche pas trop. Concernant Varane, il a eu une bonne intervention, il a fait un super tacle dans la surface. Par contre, il m'a fait très peur en défendant en reculant 2 fois. Très peur. Il se faisait manger clairement. Donc j'ai entendu pas mal de critiques sur sa vitesse avant qu'il arrive, avant qu'on le voit jouer. Je comprends un peu mieux. J'ai vraiment très peur. Sa manière de reculer, j'ai cru voir Johnny Evans. Vraiment très peur. Mais voilà, donc pas un très grand match, mais avec des points positifs. On a su lever la tête en seconde mi-temps. Greenwood a su continuer un petit peu sur sa lancée. Et on a eu un but refusé aussi qui était quand même assez sympa. Un très bon appel de Bruno. Le genre d'appel qui fera peut-être plus avec l'arrivée de Ronaldo, on verra. Donc quand même un match, du coup on sort avec les 3 points, ce qui fait bien pour les pronostics. Et, euh, et voilà, et une équipe un peu à deux visages entre la première et la deuxième mi-temps. Globalement, je vous rejoins également sur les deux matchs, hein, contre Southampton et contre les Wolves. Ce qui est dommage, c'est que le premier match, c'était football champagne et on arrive à passer une semaine après du tout au tout. Et ce manque de maîtrise qui est criant, comme l'année dernière, j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage. Mais pour revenir sur la prestation contre les Wolves, euh, notamment par rapport à Sancho, oui, bon, euh, on va pas lui tomber dessus dès maintenant. Surtout que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Euh, on va lui laisser le temps de s'acclimater et plus notre jeu s'étoffera, plus il sera meilleur. Et il faut pas oublier qu'il sort de maladie, donc ça peut peut-être aussi jouer dessus. Donc va falloir être patient. Concernant Varane, il a été plutôt rassurant, même si sur certaines interventions, notamment la tête de Romain Saïs, je revois en fait son duel perdu face à Hummels à l'Euro 2016. Et ça, c'est le seul point qui me faisait douter sur son arrivée. Je me disais, est-ce qu'il va être assez costaud pour encaisser ce genre de charge en première ligue? Parce qu'il va en avoir des charges dans ce domaine-là. Sinon, globalement, on sait que c'est un excellent défenseur, mais sur ce type de duel, ça pardonne pas en première ligue. Et c'est vraiment là où moi je l'attends. Pas sur ses qualités de relance, pas sur tout le reste, mais vraiment sur cette capacité à prendre le dessus sur ses adversaires directs. Parce que c'est exactement le même problème qu'à Lindelof. Et il a exactement le même problème sur la gestion des 1 contre 1. Donc, va falloir vraiment qu'il se mette au niveau. Mais je ne doute pas que ça puisse le faire. Et là, c'était son premier match. Et surtout, face à une opposition qui est vraiment de qualité, c'est vraiment une bonne équipe de première ligue, Wolverhampton. Donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon, au niveau du jeu, on manque de maîtrise. Malheureusement, on manque encore une fois de maîtrise. Euh, et on sent il y a cette frilosité. Et je pense que c'est par rapport au milieu de terrain. Tout vient du milieu de terrain. On a ce manque d'intensité et on a deux joueurs qui sont pas vraiment des récupérateurs. On n'a pas vraiment de récupérateurs de ballon, donc ce qui fait qu'on se fait transpercer assez facilement. Donc tout part en fait du milieu de terrain. Donc va vraiment falloir trouver une solution par rapport à ça. Et je pense qu'à l'avenir, ça ira mieux. Mais on peut mettre quand même une mention positive, puisque malgré tout, même en faisant un match moyen dans le jeu, on arrive à gagner. Et ça, c'est la force des grandes équipes. Et parce que malgré tout, Liverpool, il y a 2 saisons, ils n'ont pas gagné tous leurs matchs 5-0. Il y a des matchs où ils gagnaient au forceps. Donc, va falloir vraiment s'appuyer sur ce genre de prestations et à l'avenir, j'espère qu'on aura un peu plus de maîtrise. Du coup, j'en profite quand même parce qu'on n'a pas parlé de l'homme du match, David De Gea. Je veux dire, on parle là d'une victoire, mais sans son double arrêt. Alors, c'est un double arrêt, mais c'est surtout le deuxième arrêt, parce que la première, la tête est sur lui. Donc, bon, il a les bras tendus, mais la tête, elle est sur lui, elle est pas bien placée. Le deuxième arrêt est exceptionnel. C'est un arrêt qu'il aurait pu faire il y a 2-3 saisons quand il était vraiment tout en haut. Et honnêtement, si avec le De Gea de l'année dernière, le but, là, on le prend, ce qui est pas une critique parce que la majorité des gardiens l'auraient pris, donc c'est pas une faute. Mais du coup, on termine peut-être sur un match nul et on est
peut-être dans la dynamique de l'année dernière. Du coup, on s'aperçoit quand même que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est encore beaucoup sur le principe de l'année dernière avec un jeu qui est parfois bon et parfois mauvais. Et où au final, l'année dernière, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est les matchs nuls. On en a fait un contre Southampton. Et le dernier match, quand même, il tient à une double parade de David De Gea, quand même. Salut Antoine. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur le match de Southampton et le match de Wolverhampton? Salut Antoine. Salut. Ouais, mais j'ai 5 minutes. Vas-y, 5 minutes en guest, Antoine nous rejoint. Je sais pas trop quoi dire sans paraître négatif alors qu'on fait 3 matchs 7. Le premier en fait, si on regarde les 3 matchs qu'on a joués, même si on prend en compte Leeds, en fait, j'ai l'impression de voir les 3 mêmes matchs qu'on a joués l'année passée contre ces 3 équipes. Contre Leeds, on gagne 5-1, c'est exactement le même match que le 6-2 où on a réussi à profiter du fait que Leeds laisse jouer, en fait, tout simplement. Le match contre Southampton, un bloc bas, on s'est fait piéger sur, sur un but de leurs 2 attaquants, comme d'habitude. Alors là, on n'a pas eu besoin d'un triplé non, c'était pas un triplé, c'était un doublé de Cavani pour nous sauver, mais c'est un match qu'on peut perdre hein, sans l'arrêt de Réa. Et ce match-là, j'ai l'impression que c'est le match juste après Noël contre Wolverhampton, où aussi on se fait dominer et c'est Rashford qui tire et qui marque sur un shoot dévié à la 90e minute. Donc, sans vouloir être négatif, parce qu'on est quand même dans un bon mood avec les arrivées de Sancho, de Varane, Sancho d'ailleurs qui n'a pas été très bon, Varane et Cristiano Ronaldo. Maintenant, on peut plus se plaindre de l'effectif. Il va falloir quand même que le coaching staff, dans sa globalité, et les joueurs prennent leurs responsabilités. Et on doit voir beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur ces 2 matchs. Voilà en gros mon ressenti. Dans les points négatifs, les mêmes que l'année passée, on n'arrive pas à avoir une transition rapide. Ce qui fait que des joueurs comme Martial, même s'il n'est pas tout blanc non plus sur ces 2 matchs, mais Martial, Sancho, Daniel James, quand tout est arrêté, c'est des joueurs qui ont besoin de mouvement autour et on n'en a pas. Donc ça c'est compliqué. Fred qui a été en énorme difficulté. Shaw aussi. Luke Shaw que je mettrais dans les déceptions parce que en fait c'est plus le Luke Shaw qu'on a vu l'année passée. Et sinon dans les points positifs, le crack Mason Greenwood qui j'espère quand même que Solskjaer aura le courage de laisser des fois Greenwood sur le terrain à la place de certains autres. Parce que j'ai peur que les 80 millions de Sancho, l'adoration de Solskjaer pour Rashford et Cristiano Ronaldo fasse que Greenwood joue moins, alors que depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur. C'est même le meilleur buteur du championnat quand même sur les 11 derniers matchs. Donc non, très très content de Mason Greenwood. Et sinon, je comprends toujours pas l'utilisation de Pogba qui a ses défauts, mais en fait, si je comprends bien la théorie de Solskjaer, c'est soit il le fait jouer ailier gauche, soit il le fait jouer numéro 6. Sauf qu'à aucun moment il se dit dans un double pivot, lui je peux le faire jouer plus haut. Bref, ça m'énerve. Mais sinon, ah oui, pour finir sur le positif, très 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 content du premier match de Varane. Il était mis en difficulté qu'une fois sur le double miracle de Réa, mais pour moi il y avait faute. Mais sinon, taille patron, et je pense pas que c'est un hasard que c'est le meilleur que Wan-Bissaka fasse son meilleur match de ce début de saison alors qu'il a Varane à côté. Ouais, voilà. Merci Antoine. Mais de Merci rien. d'être passé. C'est toujours un plaisir. Toi aussi, passez une bonne soirée les gars. À plus. À plus. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les matchs Ouais, c'est bon. moi je voulais revenir sur les prestations de Wan-Bissaka. Je trouve qu'il, je sais pas, peut-être c'est une impression que je n'ai pas bien compris, ou je n'ai pas bien regardé ses prestations, mais je le trouve moins, peut-être que c'est par nature le moins offensif. Mais l'année passée, je me rappelle qu'il faisait des centres. Souvent, il faisait de bons décalages et il faisait des centres. Mais là, j'ai l'impression qu'on lui a dit de ne plus centrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si ces 2 derniers matchs, est-ce qu'il a effectué un seul centre dans la surface? Je ne pense pas.
On a besoin d'un latéral qui puisse faire des centres avec des Ronaldo qui arrivaient, des Cavani je ne sais pas, je ne comprends pas. Franchement, j'ai posté ça déjà dans le forum et je ne comprends pas pourquoi il fait moins de centres. Il fait des appels offensifs sur le côté, mais ça ne finit jamais dans la surface. Et pour un latéral droit, ça ne le fait pas. Une partie de la réponse se trouve sur le positionnement de Pogba en fait, parce qu'on compte beaucoup trop sur son jeu long et le fait de faire jouer Pogba reculé justement et souvent excentré d'un côté ou de l'autre, qui fait qu'au final le lancement passe par lui et je pense, c'est ce qui doit nuire aussi indirectement à la montée un petit peu des latéraux, que ce soit Shaw ou Wan-Bissaka. Peut-être. Mais moi, je trouve que, bon, on va voir la réponse avec OGS, comment il va faire pour gérer tout ça, mais c'est nécessaire que nos latéraux fassent des centres. Pogba, oui, c'est vrai qu'on compte un peu trop sur ses ballons, ses centres longs. D'ailleurs, c'est un truc que je ne comprends toujours pas. Comment une équipe de Sonic de Manchester n'arrive pas à faire à l'entraînement que le milieu et les latérales puissent souvent combiner pour pouvoir faire ressortir le ballon proprement. Mais là, nos gars, dès qu'Ambissaka vient, il prend le ballon, il ne voit pas de solution, il le remet en arrière. Shaw prend le ballon, il ne trouve pas les solutions, il le met à Maguire. Ça va finir quand? On ne peut pas faire la moitié d'un match où les 30 minutes à essayer d'espérer sur les longues passes de Pogba. Ça peut pas. Mais bon, on verra ça comment ça va évoluer avec les prochains matchs. Merci pour vos avis. On va en rester là pour cette partie sur les derniers matchs de Première Ligue. Et on se retrouve dans quelques secondes. On va terminer ce podcast très rapidement. On va parler un petit peu du tirage au sort de notre poule de Ligue des Champions qui a eu lieu jeudi dernier. Donc Villarreal, Atalanta et Young Boys. Ce sont donc les trois équipes qui sont tombées avec Manchester United dans cette première phase de la Coupe d'Europe. On en a parlé un petit peu de ce tirage au sort dans notre dernier podcast, mais le tirage n'avait pas été fait, donc c'était plus pour dire voilà contre qui on aimerait tomber, ce qui nous intéresserait comme groupe. Rétrospectivement, c'est un tirage que vous pensez comment? Intéressant, prenable, pas prenable, difficile, un peu vicieux? Adama, c'est quoi ton point de vue? Ben, moi qui avais demandé à ce qu'on ait entre guillemets le groupe de la mort, malheureusement j'ai pas été servi. Là, je pense plutôt que c'est un groupe logiquement où on devrait figurer en tête avec Villarreal, Atalanta et Young Boys de Berne. Euh, Villarreal, il faudrait qu'on prenne notre revanche clairement, et démontrer qu'en fait aussi en Espagne, on arrive quand même aussi à avoir des résultats parce que il me semble qu'on a un peu ce complexe en Espagne où on a tendance à avoir un peu de mal contre les équipes espagnoles. L'Atalanta, c'est vraiment une affiche rêvée. J'ai vraiment envie de voir comment on pourrait réagir face à une telle équipe, même si ça ressemble quand même un peu à ce que Leeds propose, mais là à un tout autre niveau. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir cette confrontation et de voir ce qu'on peut produire face à une telle équipe. Et Young Boys de Berne, bon, je connais pas tellement. Moi, j'avais souhaité Dynamo Zagreb, mais finalement, ils ont même pas réussi à passer contre Tiraspol. Mais Young Boys de Berne, ça pourrait être pas mal. Donc, globalement, je suis assez content du tirage au sort. Et j'ai vraiment bon espoir que là, on finisse premier et vraiment pas deuxième, puisque les équipes sont à notre portée. Et sans être arrogant ou autre, logiquement, nous devrions terminer premier. Qui enchaîne? Ouais, d'accord avec toi en partie, sauf pour le point où j'aurais voulu qu'on ait une grosse équipe, vraiment pas le groupe de la mort non plus, parce que là, je pense que on aurait trop craint que ce ne soit dans le mauvais sens. Mais il aurait fallu une grosse équipe du genre Atlético ou à la limite un Bayern, moi, ça m'aurait fait plaisir de voir comment on s'est confronté à une grosse équipe avant de passer au match à élimination directe. Parce que là, on va se faire du Villarreal qu'on connaît déjà. Certes, on doit effectivement, contre les équipes espagnoles, on a cette mauvaise habitude de se dire qu'on ne joue pas
qu'on n'arrive pas à les miner, qu'on n'arrive pas à gagner. Ça va faire du bien de voir ça contre Villarreal. L'Atalanta, oui, une équipe vraiment joueuse. On va voir ça aussi. Young Boys, bon, ça va. Mais sans avoir été confronté à une grosse équipe, passer directement, si on arrive à passer, aller au tour suivant Ligue des Champions, ça ne me rassurerait pas du tout. Pour compléter ce qui a été dit, donc oui, Villarreal, c'est le retour, même si c'est le retour perdant, parce que du coup, c'était la finale qu'il fallait gagner et pas le match de poule, mais ça va être une nécessité. Donc, ce qui est plutôt pas mal en tirage, par contre, c'est qu'on reste proche au niveau local. Donc, comme on en avait parlé sur le podcast d'avant, ça va être pas mal au niveau des procédures Covid et des déplacements. Je pense que ça compte. Donc, on est bien placé avec ça, avec l'Atalanta qui joue aussi un joli football en Italie. Et Young Boys qu'on a déjà joué par le passé. Donc, à part l'Atalanta de mémoire, j'ai pas souvenir qu'on ait joué récemment, ou peut-être même pas du tout, mais sinon c'est quand même deux équipes qu'on connaît plus ou moins. Voilà, tirage un peu classique de Ligue des Champions, pas de grosses surprises, mais pas mécontent. Merci à tous les trois pour vos avis sur le sujet. On va conclure ce 12e podcast Manchester Devils sur ce dernier point, donc sur ce tirage de la Ligue des Champions. Merci à tout le monde de nous avoir suivis, merci de nous écouter, merci pour les commentaires que vous nous laissez, que ce soit sur le forum, sur YouTube aussi. Voilà, ça nous encourage à continuer. Et encore une fois, donc Adama, c'est la deuxième fois qu'il fait un podcast avec nous. Al-Hussein, c'était la première fois. Donc si vous avez envie de participer, si vous avez envie d'échanger avec nous dans ce format, voilà, qui est très intéressant aussi, faites-vous connaître. Dites-nous, voilà, moi j'aimerais participer à un podcast. Là, on fait ça dans la bienveillance, dans la bonne humeur. On est là pour discuter entre passionnés. On a le droit d'être d'accord ou pas, mais en tout cas, on passe toujours un bon moment. On se fait toujours plaisir. Donc, rejoignez-nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci à tous les trois. Merci Jérémy, merci à Hussein, merci à Dama pour votre présence ce soir. Merci à toi. Merci à toi et merci à vous tous. Une bonne soirée et on se capte sur le forum. Merci à tous pour l'écoute. Merci à toi et merci à vous tous, les gars. Et puis on espère que la trêve internationale sera pas trop longue pour tout le monde. Et puis retour donc des hostilités le 11 septembre pour affronter Newcastle à 16h. Bonne soirée tout le monde et à bientôt.